Vous regardez François Rhône-Alpes, il est 11 h passé d'une trentaine de minutes et c'est l'heure de La Voix est libre. Bonjour à tous, un grand merci pour votre fidélité. Nous sommes le samedi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Ça ne vous a peut-être pas échappé vu l'exploitation commerciale de cette journée. On ne va pas parler du saint patron des amoureux, non, loin de là. On va prendre un contre-pied avec notre invité du jour qui, lui, a choisi de rompre et peut-être de retrouver sa liberté de parole. On va voir ça tout de suite, Olivier Brachet. Bonjour. Bonjour. Il y a quelques jours, vous avez quitté le poste de vice-président chargé du logement au sein du Grand Lyon. Vous avez même claqué la porte. Aucun regret? Non. Non, le sentiment d'avoir fait ce que je pensais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le sentiment que ça va plus exactement dans le sens que l'on souhaite, eh bien, il faut se retirer. Alors, claquer la porte pas bruyamment, s'expliquer et, ça fait et du dire bruit pourquoi. quand même. Oui, on verra. On se pose quand même une question. On se dit, vous avez travaillé au Grand Lyon pendant quasiment 7 ans. Vous avez été directeur de campagne de Gérard Collomb. Et vous dites aujourd'hui qu'il pratique une gouvernance, je vous cite, archaïque. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé depuis? Tout d'abord, on n'est pas dans le même contexte. Nous étions dans une communauté urbaine où les élus sont des élus de deuxième degré, pour la plupart des maires, qui coopèrent sur des grosses infrastructures, qui se mettent d'accord. On est passé à une métropole, qui est une révolution institutionnelle, dans laquelle les élus sont élus directement. Ils le seront d'ailleurs de plus en plus en 2020. Et donc, forcément, quand on fait une révolution de cette nature, eh bien, on change. On change la manière de gouverner, la manière de consulter, la manière de Donc vous avez changé délibérer. Et vous pensiez que Gérard Collomb allait changer sa gouvernance et il ne l'a pas fait. Exactement. Alors Gérard Collomb vous a répondu cette semaine. Le président de la métropole vous livre sa réponse. Il est interrogé par Julien Sauvanon. Devant les situations complexes, il y en a qui vont de l'avant, qui affrontent, puis il y en a d'autres qui reculent. C'est quand la mer est grosse que l'on voit le marin. En tout cas, il y retrouvait plus ses petits, ce monsieur. Vous avez donc reculé? À mon avis, j'ai plus navigué que Gérard Collomb. Et je connais le rat Blanchard et le rat de Saint. Je suis passé par Molène. Non, je crois que... Ça vous touche ce qu'il a dit? Non, ça... Peut-être que ça le révèle. Ça a été difficile pour vous ces dernières semaines? Non. C'est quelque chose qui est monté dans les discussions avec lui, dans les face-à-face. D'ailleurs, on a parlé très franchement, très librement. Et puis, au bilan, la constatation, c'est des désaccords, des divergences. Ça n'a rien de déshonorant. La réalité, c'est que quand on ne va plus exactement dans le même sens, quand on considère que le sujet dont on est porteur, pour lequel on a été choisi, pour lequel on a été élu, n'est plus soutenu de la même manière, quand on voit que la transformation en métropole n'est pas orientée telle qu'elle devrait l'être, selon moi, en tous les cas, eh bien, on pose des questions, on les repose, et quand on n'a pas les réponses, on tire des conclusions. Est-il vrai que vous avez voulu démissionner déjà plusieurs fois avant Non, ça c'est tout à fait faux. Ça a été dit, je crois, dans un journal. Oui. Mais bon, ça c'est les cabinets qui sont à la manœuvre. Vous savez, il y a les décisions qu'on prend, les responsabilités qu'on prend. Après, il y a les contrefeux, mais qui sont faits par des salariés. Pendant 7 ans, Olivier Brachet, vous étiez donc en charge de la politique du logement et de l'habitat sur l'agglomération de Lyon. Un dossier que connaît parfaitement également Marc Curie. Pendant 2 ans, Marc Curie a dirigé la Fondation Abbé Pierre en Rhône-Alpes. Désormais, il représente la FAP auprès des institutions européennes à Bruxelles. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Quel regard vous portez sur le bilan d'Olivier Brachet, plus généralement du Grand Lyon devenu métropole? Oui, parce que les questions de personnes, la Fondation Abbé Pierre n'est pas amenée à je parlais du bilan. commenter. Le bilan sur les 13 ans finalement des 2 mandats écoulés, du point de vue de la Fondation Abbé Pierre, ce qu'on peut faire, c'est regarder ce qui a marché et qu'il faut poursuivre, et puis ce qui reste à améliorer. Dans ce qui a marché, il y a sans doute la production de logements HLM et puis la restructuration des organismes HLM. Il y a 13 ans, c'était un peu la panade, pour le dire simplement. Et la production annuelle de logements social a doublé
sur l'agglomération lyonnaise, avec une part plus importante au logement très social. Donc ça, c'est un élément de satisfaction. Et bien sûr, sur ce point-là, la baisse des crédits annoncés est plutôt inquiétante, parce qu'on va avoir du mal à maintenir un volume de production avec moins d'argent. Il y a aussi des partenariats intéressants qui ont été trouvés avec le privé pour avoir une production conjointe entre le logement social et le logement privé. Et sur le front de ce qui pourrait sans doute être amélioré, il y a le très social, la question de l'hébergement et la réorganisation de la métropole plutôt sur le côté du terrain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de la représentation des institutions publiques sur le terrain, les assistantes sociales, ceux qui travaillent avec les handicapés, avec les vieux. Et là, il y a sans doute un gros chantier. Et aujourd'hui, les enjeux d'organisation sont peut-être un peu trop importants par rapport à ces enjeux de contenu et de service aux citoyens. Donc c'est plutôt un beau bilan que vous tirez aussi, j'imagine, forcément. Oui, je crois qu'on a bien travaillé. D'ailleurs, je l'ai dit, je ne regrette rien du mandat précédent. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il faut poursuivre. Car en France, on change de politique tous les 4 ans, on ne poursuit pas les efforts. Par conséquent, moi, je l'ai toujours dit, il faut du consensus. Pour y arriver, il faut faire tous ensemble et il faut travailler sur la longue durée. Eh bien, on n'en prend pas le chemin. En août dernier, Gérard Collomb a annoncé que les investissements dans le foncier allaient être divisés par 2, de 400 à 200 millions d'euros. C'est une des raisons pour laquelle aussi vous avez décidé de partir. Cette question de l'acquisition du foncier, tous les deux, elle est essentielle aujourd'hui pour tenter de résoudre la crise du logement. Elle est essentielle parce que le foncier a beaucoup augmenté, le prix des sols a beaucoup augmenté et du coup c'est un élément qui renchérit le coût de la vie pour les personnes, qui ralentit la production parce que l'argent part dans le sol au lieu de partir dans le bâtiment. Donc ça aussi, ça pénalise les emplois dans le bâtiment. Donc c'est un problème pour le développement de la ville, ça fait s'éloigner les ménages, ça augmente les transports. Donc c'est vraiment un gros problème le foncier. Et là-dessus, on a une baisse des investissements directs, mais dans toutes les collectivités territoriales qui sont liées à la baisse des dotations de l'État, qui sont liées à la baisse de recettes fiscales. Mais on peut aussi inventer des nouveaux outils d'investissement, des outils qu'on prévoyait d'ailleurs de faire en commun avec le Grand Lyon à l'époque, et j'espère que ça se poursuivra, des outils de mobilisation de l'épargne locale pour aller chercher le foncier. Et je crois que cette période appelle à beaucoup de créativité. Et c'est vrai qu'on a besoin de temps long parce que acheter des sols et construire, c'est du temps très long, c'est du temps qui est au-delà du temps politique. Donc on a besoin d'inventer des outils et d'avoir de la confiance d'acteurs sur du temps long. Olivier Brachet, vous avez dit que cette baisse était catastrophique. Oui. Elle est, j'allais dire, catastrophique parce qu'elle montre à quel point, j'allais dire, la question du logement n'est pas encore à son niveau de priorité qu'il devrait avoir. Il est vrai qu'il y a encore quelques années, c'était plutôt l'État qui était en charge, que c'est passé sur les collectivités. Mais ça reste un sujet dont le degré de maturité de prise en charge par la communauté urbaine était encore insuffisant, même s'il y avait eu des progrès. Et dans le cadre de la métropole, il faut faire beaucoup mieux, parce qu'on a non seulement à produire, mais il y a tous les demandeurs qui sont là avec l'accompagnement qui recèle. Par conséquent, cette question du foncier, elle est le signal de est-ce qu'on veut maîtriser dans nos villes les conditions de la production du logement et de son évolution à terme, ou est-ce qu'on va y consacrer... Vous savez, je crois que la ville de Paris consacre plus d'argent que l'État français à la question du logement, et on est dans des rapports de 10 à 20 fois sur la ville de Lyon. Par conséquent, ce qu'on ne fait pas pour le logement aujourd'hui, il faudra le faire demain, plus cher. Alors ce qu'on lit souvent, effectivement, et vous en avez l'un et l'autre dressé le portrait, c'est une ville de Lyon plutôt, on va dire, exemplaire en matière de logement social. N'empêche qu'elle est quand même concernée de plein fouet par ces questions. Vous parliez tout à l'heure de la fuite vers la périphérie d'un certain nombre de salariés qui ne peuvent plus se loger à Lyon parce que le parc locatif est restreint, parce que l'accès au parc social aussi est extrêmement limité. Aujourd'hui, je dirais, c'est question naïve, excusez-moi messieurs, c'est quoi la bonne solution ? Alors la bonne solution, elle est multiple parce qu'il va falloir intervenir, continuer à intervenir pour ceux qui n'ont pas assez de ressources pour se loger sur un marché dont les prix ont explosé au cours de la décennie 2000-2010. Les prix du logement ont doublé sur Lyon comme ailleurs en France. Plus 138% depuis 2006 à Lyon, une étude de l'École normale supérieure. Donc on est sur des niveaux de prix qui sont trop élevés. Donc il faut aider les ménages qui ne peuvent pas faire face sur le marché, mais il y a aussi tous ceux qui ont la vie difficile, tous ceux qui ont juste un petit peu d'argent, les instituteurs, les employés. Et pour cela, il va falloir inventer des nouvelles solutions, un nouveau système privé, une nouvelle alliance entre le public et le privé pour arriver à générer du logement à bas prix avec de l'investissement privé, puisqu'on n'a plus assez d'argent dans le domaine public. Oui, mais quand on veut encadrer les loyers, messieurs, voilà, au bout de quelques mois, on change la loi et on revient en arrière. Et vous étiez du reste contre l'encadrement des loyers ? Oui. D'ailleurs, il n'y en avait pas tellement besoin puisqu'ils sont à la baisse. Donc la question n'est pas tellement une action réglementaire. Le problème, c'est que si on veut avoir
des loyers raisonnables, il ne faut pas qu'on ait trop de tension sur les prix. Par conséquent, il faut produire suffisamment et qu'on ait un marché plus détendu. Ça, je crois que chaque fois qu'on a voulu réglementer trop, eh bien, on a eu en fait des épisodes de marché figé, la loi de 48, etc., dans lequel on a eu au bout du compte un parc immobilier qui s'est appauvri et qui est devenu relativement insalubre. Les solutions, vous savez, je crois qu'il y a des périodes. L'investissement immobilier a été très spéculatif ces dernières années pour des raisons qui sont d'ailleurs externes à la question du logement. Les liquidités se déplaçaient et allaient là, mais elles n'y viennent plus. Aujourd'hui, les institutionnels n'investissent plus dans le marché de l'immobilier de logement parce que ça ne rapporte pas assez. Par conséquent, on est déjà dans la période d'après et on ne peut pas toujours utiliser les arguments, j'allais dire, des 20 ans passés pour penser l'avenir. Moi, ce que je sais, c'est que si nous voulons aller vers la possibilité de loger ces 150 000 ménages que nous aurons en plus par l'effet de notre démographie d'ici 2030, il faut construire 150 000 logements. Je sais aussi que si nous ne faisons pas assez, les gens sont dans la rue. Ça coûte 42 millions d'euros. Ce que je réclamais, c'est quelques millions d'euros. C'était rien du tout à l'échelle d'un budget de 4 milliards. En réalité, j'avais accepté que les budgets baissent, mais je n'avais pas accepté qu'ils baissent indéfiniment. Dans la dernière livraison du rapport de la Fondation Abbé Pierre, vous relevez un chiffre qui m'a frappé. 429 bidonvilles recensés en France. Il y en a certains dans la région, il y en a aussi à Lyon, évidemment. Ça aussi, c'est un phénomène qui, on a l'impression, s'enracine. Alors c'est un phénomène qui s'enracine. On a un rapport un peu paradoxal, et particulièrement sur l'agglomération lyonnaise avec ce phénomène. C'est un phénomène qui est très émotionnel, donc on a un peu du mal à le traiter correctement. Le Grand Lyon, avec l'aide de l'État et de la Fondation Abbé Pierre, a mis en place le dispositif qui est sans doute le plus ambitieux en France en termes de relogement de personnes en bidonville, puisqu'il y avait un programme sur 400 personnes porté par Forum Réfugiés, de relogement et d'accès à l'emploi pour 400 personnes. Mais dans le même temps, on a un discours extrêmement négatif et on a des contractions dans les politiques publiques sur toutes les populations marginalisées. On a vu ça sur la prostitution, on a un discours extrêmement ferme sur les Roms et on catégorise beaucoup les ménages et finalement les assigne à des positions qui font perdurer les bidonvilles pendant des années. Vous voyez, le marin ne craint pas la tempête, puisqu'on s'est engagé dans des opérations extrêmement complexes. Mais tout à l'heure, Marc Curie disait aussi qu'il attendait du Grand Lyon peut-être plus sur la question de l'hébergement d'urgence aussi. Oui, mais je crois que moi j'ai alerté le président de la métropole. Je lui ai dit que certes l'État était compétent, 42 millions d'euros, mais qu'il le serait tant qu'il est capable de sortir les 42 millions d'euros. Or, on a vu dans bien d'autres domaines qu'il ait toujours la compétence mais ne puisse plus payer. Et par conséquent, à ce moment-là, vous savez, quand on est dans la rue à Lyon et que le préfet ne peut plus payer, on se retourne vers le maire ou vers le président de la métropole. Par conséquent, si on n'a pas la vision de l'avenir et qu'on gouverne à courte vue, eh bien, on ne peut pas faire le travail convenablement. Autre phrase tirée du rapport de la Fondation Abbé Pierre, on a vu se réorienter la politique vers les plus aisés, assouplissement du dispositif fiscal Duflot, puis Pinel, abandon et encadrement des loyers, garantie universelle locative. Donc ça, pour vous, c'est une réalité depuis 2 ans, depuis l'arrivée de François Hollande, finalement. Il y a une réorientation de la politique du logement vers les personnes qui peuvent le plus y accéder. C'est une réorientation qui est un peu continue, et ça, c'est un point de désaccord qu'on a avec Olivier Brachet. C'est sur cette question de la réglementation des loyers. On vit sous une théorie du ruissellement. Aidons les riches et ça finira par aider les pauvres. L'argent va comme ça dégouliner des riches vers les pauvres. Et si on aide les plus riches à investir, si on aide les plus riches à construire, au final, ça libérera des places pour les pauvres. Historiquement, ça n'arrive jamais. Et la richesse tend à se concentrer. Donc quand on paye des impôts pour les redistribuer vers les plus riches, en fait, on fait augmenter les prix parce qu'évidemment, on augmente les capacités d'achat, les capacités d'investissement, toujours des mêmes. Et du coup, quand ils ont plus de liquidités, ça fait monter les prix mécaniquement et ça crée un décrochage entre les moins aisés et les plus aisés. Et donc, on ne peut pas s'en sortir si on n'accompagne pas, au sens de la Fondation Abbé Pierre, si on n'accompagne pas ces politiques d'incitation, dont on a sans doute aussi besoin, d'incitation à l'investissement, si on ne les accompagne pas d'un encadrement qui s'assure que les moins favorisés puissent en profiter. L'argument porte. Oui, sauf que, si vous voulez, moi, ce que je dis, c'est que d'abord, il y a plusieurs crises du logement en France. Si vous êtes à Guéret ou dans les Vosges, vous n'avez pas la même crise du logement qu'à Lyon. Et si vous êtes à Lyon, vous n'avez pas la même crise qu'à Paris. Par exemple, à Lyon, on ponctionne de l'argent dans le monde HLM pour l'envoyer sur Paris qui en manquerait.
Donc, vous voyez, nous, on donne de l'argent au HLM pour construire à Lyon, mais il y en a une partie qui part à Paris parce que la crise de Paris est plus grave, différente, etc. Par conséquent, les remèdes ne sont pas tous, selon les endroits, exactement les mêmes. Hein. Je crois qu'il y a un ministre, Benoît Paru, qui disait c'est pas la peine d'aller financer du logement social là où c'est plein de logements vacants dans des villes en déprise. Je rappelle qu'à Saint-Étienne, par exemple, le logement social, il est plutôt plus cher que le logement privé. Donc, vous voyez, à 20 ou 30 kilomètres, les éléments de la crise ne sont pas les mêmes. À quoi il faut ajouter une autre chose, c'est que nous avons un phénomène nouveau. Je crois que nous saurons à peu près aujourd'hui résoudre la question, ou si nous le voulons, résoudre la question des familles modestes, voire très modestes. On pourrait y arriver. Par contre, on n'arrive pas à aujourd'hui faire une offre en direction des familles pauvres, des travailleurs pauvres. Ça, je crois qu'en direction de cette catégorie de population qui est plus importante qu'auparavant, on est démunis. Et ce n'est pas seulement la question des loyers qui est en cause, parce qu'il y a, je veux dire, quand on est à 4 € du mètre carré le soir, on n'ira pas beaucoup en dessous. C'est la question des revenus et peut-être des revenus de transfert, je ne sais pas. En tous les cas, il y a un moment à partir duquel on ne sait plus faire pour rentrer dans une économie qui s'équilibre. Merci Marc Curie d'être venu sur le plateau. Merci. Et bon retour à Bruxelles pour défendre la voix, pour faire entendre la voix de la Fondation Abbé Pierre. Après des années passées à militer dans le monde associatif, et notamment, bien sûr, en tant que directeur de Forum Réfugiés, Olivier Brachet a décidé de s'engager en politique. Candidat de la société civile, c'est ainsi qu'on vous présentait. Ça, c'était en 2008, 7 ans de mandat avant de raccrocher. Geneviève Brichet a aussi beaucoup milité avant de s'engager, ancienne professionnelle de la communication, présidente d'association. Elle est aujourd'hui retraitée. En 2008, Geneviève Brichet est élue au municipal sur une liste socialiste. Elle a siégé 6 ans au conseil d'arrondissement de la mairie du 6e arrondissement. Elle pensait remettre ça l'an dernier. Et puis, patatras. Geneviève Brichet, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous décidé de vous retirer de la liste socialiste Gérard Collomb des municipales? Ouais, c'est vrai, on peut se poser la question. Je pense qu'il y avait 3 choses que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. La première chose, c'était de cacher mon appartenance au Parti socialiste, puisque je suis au Parti socialiste. Pour des raisons électoralistes, c'est vrai que le 6e est un arrondissement plutôt de très droite, à droite, historiquement à droite. Enfin, ce qui n'empêche quand même qu'au précédent... En gros, vous n'aviez pas le profil, c'est ça? Un peu ça, oui. Alors première chose, c'est le profiling, c'est un petit peu difficile, surtout quand on a passé 6 ans à travailler sur cet arrondissement. La deuxième chose, je crois que c'est plus une question de méthode. Une campagne qui était menée sur un mode, on va dire, militaire. D'ailleurs, l'expression favorite, c'était il faut tenir ses troupes. C'est terrible, ça, tenir ses troupes. Donc, avec peu de possibilités d'avoir une initiative personnelle. Et donc ça, c'était difficile. Et puis la troisième chose qui a un petit peu... la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsque il a fallu suivre une personne candidate en tête de la liste, toujours dans le 6e, qui apparemment n'avait que peu de motivation, qui n'avait que, on va dire, peu d'implication et qui ne connaissait surtout pas le territoire. Donc là, ça a été un petit peu trop et j'ai pas pu. Je dois Donc avouer. vous êtes retiré de la liste, mais vous n'avez pas quitté le Parti socialiste. Non, vous bien sûr. Toujours encarté. Vous Bien dirigez sûr. même la section du PS dans le 6e arrondissement. Pourquoi, du coup, être resté en politique alors que vous avez affronté la loi d'airain, la réalité de la vie politique? Pourquoi être resté? Mais on est là pour changer le monde, non? Alors, commençons par changer la politique. Donc, c'est fort immodeste de penser que moi, Geneviève Brichet, je puisse changer la politique d'un seul coup d'un seul, mais je crois que les petits ruisseaux font des grandes rivières et que, quand on ne se sent pas à sa place dans son éthique personnelle, il faut s'en aller, tout bêtement. Cependant, je reste avec les valeurs du socialisme, qui sont mes valeurs, et l'engagement aussi qui va avec ces valeurs. Et ça, j'y tiens absolument. Quand on ne se sent pas à sa place, du coup, l'éthique revient. C'était aussi votre cas, Olivier Brachet? Je ne veux pas exagérer les vertus que vous me donnerez, mais... Je vous pose la question. Hein. Non, ce que je pense, c'est que quand on intervient dans un milieu politique contraint où la loi des groupes, la loi des majorités pèse très lourd, on n'est pas on n'a pas le même degré de liberté que quand on est soi-même dans un autre milieu, je le dirais.
Et puis, vous savez, moi, j'avais jamais eu de chef de ma vie. Il a fallu que j'attende 61 ans pour avoir un chef. J'ai eu un peu de mal à m'y faire. Je m'en suis accommodé pendant quelques années. À un moment donné, il a fallu que je dirige la campagne, dit-on. Ça a été bien fait. Je crois qu'il a gagné. Il a gagné, oui. Donc, merci. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment on décide finalement qu'on peut plus. Voilà. Vous, Olivier Brachet, vous, Geneviève Brichet, à quel moment on décide? C'est quoi la limite? Je veux dire, la limite personnelle de vos convictions, la limite éthique? C'est le moment, le matin, où on se regarde devant la glace en disant est-ce que j'aborde cette journée avec joie, enthousiasme et bonne humeur, ou bien est-ce que j'y vais en traînant les pieds? Et j'aime pas bien traîner les pieds, en général. Pour moi, c'est très clair, c'est au moment où on ne se fait plus entendre. C'est-à-dire qu'on parle, on cherche à convaincre, on dit il faudrait que, etc. Je donne un exemple. Au lendemain des manifestations du 11 janvier, j'ai interpellé 10 fois le lundi matin pour dire je réunis les maires en politique de la ville cet après-midi. Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on leur envoie un message que oui, il y a eu quand même 300 000 personnes? Il n'y a pas de réponse. On discutait du statut du permanent du Parti socialiste au Grand Lyon. C'était pas le sujet. Donc, quand on a le sentiment qu'on n'est plus écouté ou que ça passe par ailleurs, qu'on découvre les chiffres en parcourant les couloirs, qu'on découvre son budget dans le journal le lendemain, on se dit qu'on ne sert plus à grand-chose. Et quand on ne sert plus à grand-chose, il faut mieux s'en aller. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez été victime d'une certaine manière d'une technicisation de la politique? C'est-à-dire à un moment, finalement, ce ne sont plus les idées, les projets qui sont devant, mais c'est la manière de fabriquer la politique, la logique électoraliste de votre côté, la logique de gestion, si je puis dire, d'une collectivité territoriale. Est-ce que c'est ce décrochage-là aussi qui a compté chez vous? C'est pas la technicisation, parce que je prétends bien connaître mon sujet, c'est plutôt les modalités par lesquelles... Moi, je demandais, par exemple, que les réunions entre le président, la direction générale et le cabinet concernant mes sujets, je sois présent, parce que c'est là que c'est arbitré. Ça m'a toujours été refusé, c'est toujours refusé. Donc l'élu n'est pas présent sur le dossier dont il a la charge. Voilà. Donc ça va un petit moment. Mais à partir du moment où on fait la métropole, on recompose. Je donne l'exemple, qu'est-ce qu'on fait en direction de ce qui est un phénomène massif, par exemple les femmes seules avec enfants? Emploi, comment on garde les enfants, comment on trouve un logement et comment on leur trouve un emploi. Ça croise toutes les politiques Conseil général. Mais où est-ce qu'on en discute? Nulle part. C'est impossible. Or, on nous refait, vous étiez là, je crois, à sa conférence de presse, les pôles d'organisation d'une communauté urbaine qu'on appelle urbanisme et cadre de vie. Il n'y a même plus un ministère qui s'appelle comme ça. Je crois qu'on est dans les années 60, là. Et vous, Geneviève Brichet? Moi, je pense que la stratégie politique a ses limites. Le politique devrait se caractériser par sa sincérité et sa clairvoyance. À partir du moment où on commence à avoir un billard à 3 bandes et ne plus aller droit à son objectif, à son but, ce pourquoi on a été élu, là je pense qu'il y a danger. Et regardez, la politique est remise, enfin les politiques sont remises en cause, c'est pas par hasard. On manque de sincérité, on manque de clairvoyance, on manque peut-être de simplicité aussi. C'est difficile d'aller quelque part sur un point A à un point B en prenant tous les virages. On met beaucoup plus longtemps et on est beaucoup moins crédible. Est-ce que ce qui vous est arrivé aussi est révélateur, je dirais, d'élus qui aujourd'hui sont déconnectés du réel? Ou se déconnectent volontairement du réel? Je pense que les mandats et les élus, c'est différent. Quand on est dans des communes petites ou moyennes, moi je vois par exemple les élus d'arrondissement à la Croix-Rouge, j'en faisais partie, sont des gens qui ne sont pas délibératifs, qui dans leur assemblée donnent des avis, mais qui subissent la pression de 35 000 habitants et qui viennent se cogner à 10 élus, et ils les reçoivent, et c'est pas en mairie centrale. Donc il y a là un travail qui requiert une très grande abnégation, une très grande disponibilité. Par conséquent, là on n'est pas décroché du réel. Maintenant, je crois que est-ce qu'ils sont entendus autant que ça par, j'allais dire, les super élus, les grands élus? Peut-être pas autant qu'on le souhaiterait. Et puis, c'est pas pareil si on est en deuxième couronne, si on est à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, etc. Je crois qu'il y a aussi des mandats qui font qu'on est plus ou moins dans la proximité, etc. Donc, il ne faut pas avoir un jugement d'ensemble. Par contre, ce qui est préoccupant, c'est le rituel des discours. Il y a un rituel qui s'installe, il y a une sorte de, je
je dirais, de contes politiques. Le storytelling, on appelle ça, me semble-t-il, chez les professionnels de la communication. On a de grands auteurs chez nous qui ont fait des contes. Donc, storytelling et les petites phrases aussi. Voilà, donc qui reviennent en ressassant, comme s'il y avait une sorte de magie des mots qui correspondrait à une belle histoire, mais c'est pas tout à fait la réalité. Enfin, pour rebondir sur ce que dit Olivier Brachet, je pense que la politique a besoin de reprendre pied avec la réalité du terrain, et pour cela, les élus en effet de proximité sont indispensables, à condition toutefois qu'on les écoute. Moi, j'entrevois la politique comme cela, c'est-à-dire d'être à l'écoute des citoyens. Par exemple, lors de mon mandat de conseiller municipal élu du 6e, je pensais que mon job, c'était, enfin, je pense encore, que mon job, c'était en effet de faire adopter les projets d'une mairie centrale, mais aussi de peut-être faire remonter les idées, mais pas peut-être, de faire remonter les idées du terrain, de l'arrondissement, même si cet arrondissement est de droite, il ne faut pas être sectaire, il y a de très très bonnes idées, et de les faire remonter de façon à ce que ce soit entendu par la mairie centrale. Donc ce rôle de relais, j'y crois très très fort, à condition, encore une fois, d'être entendu. Mais ça suscitait une moue dubitative, cette question de relais, parce que ça ne fonctionne pas. Ah, ça marche plus ou moins, non, je dirais que... ça marche moins que plus, ça remonte. Si je comprends bien. Bon, il ne faut pas... si vous voulez, on est dans une agglomération qui marche, qui est dynamique, qui a une certaine... dans laquelle il y a des forces vives qui fonctionnent. Mais je crois que l'illusion d'optique, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est l'idée que, puisque ça marche mieux qu'ailleurs, même quelquefois à l'envers de comment ça marche au national, on a des bons résultats qui sont à faire valoir. Mais l'idée que, comme le disait Marc Curie tout à l'heure, que ça arrose tout le monde, c'est pas vrai du tout. Et si on veut développer ça au sens de la compétition internationale des grandes cités, je m'excuse, mais allez voir les grandes cités. Et si vous croyez qu'il n'y a pas de la fracture urbaine dans les grandes cités, c'est même effrayant ce qu'on a. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre ce modèle-là, mais il ne faut pas se leurrer sur les réalités qui traînent derrière. Et les réalités qui traînent derrière, il faut les affronter. C'est là où les discours devraient être, j'allais dire, moins enjolivés, moins autosatisfaits. Merci beaucoup Geneviève Brichet d'être venue sur le plateau de La Voix est libre, et on se reverra peut-être effectivement dans le cadre de vos différentes présidences d'associations. Il est bientôt midi, La Voix est libre continue avec maintenant le flash régional présenté par Soria Kaldoun. On se retrouve juste après. Retour avec l'invité de La Voix est libre, Olivier Brachet, vice-président des missionnaires de la métropole, ex-directeur de Forum Réfugiés. Justement, les réfugiés, on en a parlé cette semaine dans l'actualité. Enfin, je devrais plutôt dire, évoquer brièvement, avec cette grève passée presque inaperçue à la Cour nationale du droit d'asile. C'est elle qui juge les dossiers des déboutés du droit d'asile. Les grévistes dénoncent un rythme, je cite, insoutenable de dossiers. Ça vous ne surprend pas, j'imagine? Non, d'abord, c'est pas la première grève. Il y en a eu de très nombreuses, parce que c'est la juridiction administrative, c'est la plus grosse juridiction administrative de France. C'est le contentieux le plus énorme, puisque pratiquement tous les demandeurs d'asile qui n'ont pas eu une réponse positive à l'OFPRA peuvent faire appel de cette décision devant cette Cour nationale du droit d'asile. 37 000 dossiers l'année dernière. Voilà. Et qui est actuellement en cours de réforme dans la loi sur l'asile, qui est actuellement aux J'allais vous en parler. On va réduire les délais d'examen de dossier. Alors ça, c'est un vieux serpent de mer, si je puis dire. Ça revient assez régulièrement. On veut faire passer de 24, 19 mois à 9 mois. Mais quand on voit déjà des fonctionnaires, des juges qui sont débordés, on se dit mais comment on va faire ? Je crois qu'on aura... j'espère qu'ils vont réussir, mais enfin, disons que je me rappelle du président Chirac disant la procédure à 6 mois, je me rappelle de Chevènement disant la procédure, je crois même Rocard, enfin bon, ça fait très très longtemps. Il faut reconnaître que c'est un dossier très compliqué. Alors la Cour nationale est en grève parce que la loi va l'obliger à juger dans des délais précis. 5 mois, je crois. Et évidemment, ça va obliger à transformer un petit peu les habitudes de travail. D'abord, il y a ceux qui devront être traités en accéléré, qui passeront devant un juge unique, qui n'aura pas une formation de jugement. Et puis, il y a ceux qui seront dans les procédures normales. Je crois qu'ils auront un délai de 5 mois pour que cet appel se termine.
Alors, ce n'est pas les habitudes, vous savez, les habitudes des avocats, les habitudes du monde de la justice. Ce n'est pas de compresser tout ça dans la rapidité. Souvent, il faut du temps aussi pour la rapidité. rétablir l'histoire de quelqu'un qui a quitté son pays, Voilà. souvent dans des conditions difficiles, et ça demande du temps. Ça demande du temps. La Cour nationale du droit d'asile redressait pas mal de décisions de l'OFPRA, hein, ce qui fait que c'est une instance sur laquelle il faut quand même veiller précieusement. J'ai juste sorti un chiffre qui m'a semblé complètement incroyable. La hausse des demandes suite aux révolutions arabes. 2007, 35 520 dossiers de demande d'asile. 2013, 66 000. Ça veut dire une augmentation à peu près de 86%. Oui, mais alors, moi qui suis un skieur de fond dans ce domaine, je rappellerai que c'était 62 000 en 89. D'accord. Et qu'en France, la demande d'asile a toujours oscillé entre 20 000 et 60 66 000. Donc on est sur la formule haute. En Allemagne, ils ont eu jusqu'à 200 250 000 demandeurs d'asile, mais ils ont des gestions de ce problème autrement organisées. Dans l'actualité de la semaine également, 29 migrants sont morts de froid en pleine tempête. C'était dimanche au large de la Libye. Quelques 300 autres partis au même moment auraient disparu. L'afflux de ces migrants ne cesse pas, notamment en Italie. Et encore une fois, on se dit qu'au niveau européen, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces drames humains? On a l'impression que la réponse est toujours une réponse... on est obnubilé par le flux, mais pas par l'origine du flux. Deux observations peut-être. Une première remarque que je déplore. Il fut un temps où les ONG armaient des bateaux pour aller au large ramasser des Cambodgiens qui se noyaient, des boat people, on appelait ça. Il n'y a pas d'initiative dans ce sens en Méditerranée. Ça pose une question, je trouve. Deuxième remarque, il faut forcer le passage de la répartition des arrivées dans les pays européens. Je veux saluer au passage Jacques Barrot, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était un commissaire européen en charge de la ville, qui a été courageux. Moi, j'ai été son conseiller technique. Le Bureau européen d'asile avait pour objet, entre autres, d'envisager les conditions d'une répartition dans l'ensemble des pays d'Europe, qui est le seul moyen de faire. On ne peut pas laisser Malte et l'Italie tout seul, ou alors ils laissent filer les gens en désordre. Et, On pourrait rajouter la Suède aussi, qui accueille pas mal... Bien sûr. Donc, si vous voulez, je crois qu'on peut améliorer la réponse, mais à condition que tout le monde ne se tourne pas le dos. Un sans-papier qui n'est plus dans les petits papiers de l'UMP. Son nom était quasi inconnu jusque-là. Stéphane Tiki a quitté la présidence des Jeunes Populaires après les révélations du Canard enchaîné. Le jeune homme d'origine camerounaise a demandé sa naturalisation, mais n'a pas renouvelé sa demande de carte de séjour. Il est donc considéré comme un sans-papier, un comble pour un militant qui appartient au courant de la droite forte, qui a été on ne peut plus sévère sur les clandestins et les sans-papiers. Votre réaction, et notamment sur la crédibilité de la parole politique, là? Oui, alors ça me fait évidemment sourire parce qu'on pourrait, j'allais dire, renvoyer effectivement la balle à la droite forte en lui disant qu'il faut pas, quand on fait la morale, il faut mieux regarder comment on est chaussé, si je puis dire. Mais ce que cela veut dire, au fond, c'est la situation de cette personne est d'être dans la zone grise. C'est-à-dire ni franchement régulier, ni franchement irrégulier, puisque... Vous voulez dire dans la zone grise, il y a des nuances, une cinquantaine de nuances. Or ça, on est des fous furieux de ce sport-là en France. C'est qu'on n'a pas de situation franche. On est toujours avec un dossier à l'examen, avec une ordre de quitter le territoire, mais qui lui-même est attaqué tant qu'il n'a pas reçu sa réponse, il est suspensif ou pas, et on est confronté au droit européen. Et au fond, la question simple, c'est qu'on a la main qui tremble pour renvoyer les gens quand ils sont sans titre de séjour et que d'autres pays ne l'ont pas. Alors que vous avez toujours défendu l'idée de « il y a une loi, il faut l'appliquer ». Exactement. Le conflit en Ukraine, je voulais qu'on en parle aussi ce matin. Un accord a finalement été trouvé à Minsk, c'était mercredi dernier, accord qualifié d'imparfait, de fragile. En clair, le risque de guerre demeure sur le sol européen. On a l'impression, Olivier Brachet, et là vous en connaissez quelque chose, que l'histoire se répète sur ces questions-là, et notamment, on pense aux Balkans, au Kosovo. Vous savez qu'au moment des Balkans, j'ai pris des risques. Le marin connaît la tempête. Là, vous réglez toujours vos comptes avec Gérard Collomb, je rappelle pour ceux qui prennent l'émission en cours. Hein, voilà. Mais oui, ce qui était parlant au moment de la guerre des Balkans, où j'ai été plusieurs fois là-bas, c'est au fond, il y avait plusieurs fractures, mais elles n'étaient pas lisibles dans la guerre immédiate.
Et moi, j'ai toujours pensé que derrière la fracture, j'allais dire, avec le monde musulman, qui est celle qu'on a mis en scène ensuite beaucoup, et puis qui s'est développée à travers les guerres autour du bassin méditerranéen, qui n'ont cessé de se développer, il y en avait une aussi extrêmement profonde avec le monde slave, qu'on ne se comprenait pas. Et que, vous savez, quand on a été amis avec des Serbes et qu'on voit dans les difficultés qui sont sur le plan aujourd'hui, les difficultés à se repositionner dans ce monde à l'ouest, hein, c'est extrêmement parlant. Et je veux qu'on se souvienne des guerres dans le Caucase. Vous savez, il y a une ligne des risques. La grande ligne des risques, elle va de la Biélorussie au Caucase. Et moi, je disais, c'est quand on regarde tous les endroits où ça peut clasher, eh ben, il y avait justement la Crimée, l'Ukraine, tous ces endroits où finalement, ce qu'on l'on retrouve, c'est de très vieux antagonismes civilisationnels, de cultures très différentes, pour lesquelles il ne faut cesser de faire des efforts de se comprendre, ne pas cesser de faire des efforts pour se comprendre. Hein. On est devant des puissances intellectuelles, religieuses, historiques, considérables. Une forme de syncrétisme aujourd'hui, Exactement. assez étonnante, hein, c'est-à-dire tsarisme, soviétisme, orthodoxie. C'est le seul moyen, à mon avis, d'interpréter tout ce qu'on met sous la question de la russophonie. Hein, c'est qu'en fait, on a bien des mondes, et ces mondes-là, il faut qu'ils se parlent, qu'ils s'entendent, qu'ils cohabitent, faute de quoi les risques sont extrêmement graves. Et du coup, l'Union européenne ne propose pas, selon vous, une alternative idéologique peut-être suffisamment moi, forte? je ne ferai pas la leçon, je ne sais pas si j'aurais fait beaucoup mieux. Mais c'est vrai que l'Union européenne a... Vous savez, quand on a élargi Schengen, on a fait rentrer beaucoup de pays dans l'Union européenne à toute vitesse, des pays qui n'avaient pas 200 € de revenus mensuels en compétition avec nous, la Bulgarie, je veux dire, tous ces mondes qui sont rentrés à l'ouest pour éviter qu'ils refilent de l'autre côté. On a fait ça très vite. Hein. Je pense que, quelque part, on a fait de la guerre froide quelque chose qui résumait un peu sommairement nos visions du monde et qu'on n'a pas compris la manière de faire pour demain, pour le futur. Espérons que cet accord, j'allais dire, où les Européens quand même font un peu de mea culpa aussi, hein, sur la manière dont ils s'y sont pris pour, j'allais dire, mettre l'Ukraine de leur côté, essayer de la tirer. Je crois que là, il y a une bonne discussion et qui doit compter pour le futur, mais le futur long. C'était la bombe de ce début de semaine, le scandale SwissLeaks révélé par Le Monde et un consortium international de journalistes. En cause, les activités de blanchiment de la filiale suisse de la banque britannique HSBC, couverture d'activités criminelles, évasion fiscale, 106 000 clients épinglés dans 200 pays, 3 000 en France. Des profils très variés sur ces clients. Vous avez eu à gérer de l'argent public pendant des années. L'évasion fiscale, c'est quand même pour échapper à l'impôt qui alimente les caisses de l'État et des collectivités territoriales. Là, je voulais avoir le regard justement de l'élu et de celui qui a géré cet argent public sur ce système organisé et qui était très sophistiqué même pour échapper à l'impôt. Vous savez, ce sont bien souvent les mêmes qui mettent leur argent à l'étranger, mais qui veulent des frontières pour que les étrangers n'arrivent pas. La frontière, c'est quelque chose qui doit protéger pour faire société. Et la difficulté aujourd'hui avec les gens, avec tous ces décrocheurs, c'est où est-ce qu'on les protège? Est-ce qu'on s'occupe d'eux? Eh bien, quand ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ont l'argent s'affranchissent des obligations et des contraintes de la société, eh bien, la société fout le camp. Et on entend cette semaine, c'est minoritaire, hein, le discours de dire oui, mais s'il y a moins de pression fiscale en France, on n'en serait pas là. Oui, peut-être que s'il y avait moins de pression fiscale, mais enfin, rappelez-vous que les gens ont mis leur argent à l'étranger dans les années 50, pas parce qu'il y avait de la pression fiscale, il n'y en avait pas. C'est parce qu'ils avaient peur du communisme. Donc les motifs se succèdent, mais c'est souvent les mêmes qui les utilisent. J'ai une dernière question qui n'est pas liée à l'actualité, qui revient un peu à notre débat, notre échange au début. Est-ce que, au cours de ces mandats, vous avez été amené à faire des choses qui étaient contraires à votre intime conviction? Non. Mais il m'est arrivé de voir des choses qui n'honoraient pas le mandat d'élu. Des petites choses. Les petites choses, c'est pas bien. Merci beaucoup, Olivier Brachet, d'être venu ce matin. Merci. Merci infiniment de nous avoir livré votre témoignage et puis d'avoir participé activement à l'émission La Voix est libre. Je voudrais remercier également, c'est une tradition dans l'émission, Adrien Gros-Radenez, Bérénice Dalmé, Frédéric Gramont et puis toute l'équipe qui est
en régie, là juste derrière, et puis aussi derrière les caméras, Denis Milan réalisait cette émission. Et maintenant, les programmes de tantôt, comme on dit, à 15h20 sur France 3. Vous pourrez voir un documentaire sur une classe maternelle du quartier des Maguettes à Vénissieux. Le film s'intitule « Lundi, c'est violet ». Car dans cette école, les jours de la semaine portent des noms de couleurs. Et puis une heure plus tard, chronique d'en haut, Laurent Guillaume vous fait découvrir les charmes d'une quadragénaire qui était un simple village il y a 40 ans et qui désormais s'appelle la station de Valloires en Savoie. La semaine prochaine, La Voix est libre sera grand format, une émission d'1h20 associant Rhône-Alpes et Auvergne. Au menu, un vaste sujet, la ruralité. Sur ce, bonne journée à tous.